Il est temps de s'intéresser au climat dans cette partie de l'émission Regard, consacrée à la communication solidaire. Mais comment en parler? Comment en parler aux médias? Comment en parler aux journalistes? Comment en parler aux hommes politiques? Comment créer un lien entre les experts, les scientifiques, les médias et les journalistes pour sensibiliser les citoyens aux enjeux écologiques? Nous recevons pour répondre à ces questions Célia Gauthier, cofondatrice et directrice de l'association Expertise et Climat. Bonjour Célia Gauthier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, vous avez fondé en 2022, en juillet 2022, Expertise et Climat. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association, les missions, les rôles et le plan d'action que vous avez actuellement? Donc Expertise Climat, c'est une nouvelle association à but non lucratif qui s'est fondée sur le constat que le débat public, et en particulier le débat médiatique, sur les questions écologiques n'était pas suffisamment éclairant pour les citoyens pour pouvoir les préparer aux bouleversements à venir et pour qu'ils puissent s'informer pleinement des crises écologiques en cours. Et donc, à partir de là, nous avons décidé de créer cette association pour faire un pont entre deux communautés qui aujourd'hui ne se comprennent pas toujours, les chercheurs et experts d'un côté et les journalistes et médias. Et ces deux communautés ont besoin l'une de l'autre. Les chercheurs ont besoin que leurs recherches, leurs travaux de recherche soient connus du grand public et qu'ils puissent façonner la prise de décision politique. Et les journalistes ont besoin de l'expertise pour renseigner leur contenu. Et qu'est-ce que vous faites concrètement dans le cadre d'Expertise Climat? Est-ce que vous faites des formations? Est-ce que c'est des séminaires? Comment vous approchez ce public-là et créer le lien? Quelles sont les actions concrètes pour faire ça? Alors concrètement, il y a un réseau de chercheurs et scientifiques d'une soixantaine de personnes qui fonctionnent de manière très informelle. Ce sont des gens qui se soutiennent les uns les autres, qui s'échangent les demandes d'interview, que nous formons à la prise de parole auprès des médias, que nous coachons avant des interviews. Ça part aussi du constat que les porte-paroles de grandes entreprises, politiques et même d'ONG, eux, se forment très bien à ces pratiques-là. Et pour ce qui est des chercheurs, c'est souvent moins le cas. Les laboratoires de recherche ont moins les moyens, ont peut-être moins ciblé ça comme une priorité. Donc nous, de manière gratuite et à but non lucratif, nous les aidons, nous les accompagnons dans leurs besoins. Et du côté des journalistes, eh bien, nous écoutons aussi leurs besoins, les blocages qui peuvent se présenter dans les rédactions pour le traitement de l'information écologique. Et puis, nous proposons des temps d'échange avec les chercheurs, des discussions thématiques et tout accompagnement en fait, qui pourrait leur être utile. Ça prend des formats très divers, donc ça peut être collaborer pour l'établissement d'un comité scientifique pour aider une rédaction dans son travail du quotidien sur les questions, les défis écologiques. Ça peut être aussi leur proposer des experts à interviewer, ou bien aider à l'écriture de fiction, de la même manière que souvent les auteurs de fiction s'appuient sur des expertises juridiques ou médicales quand ils écrivent des fictions. Ils ont aussi besoin de chercheurs en écologie pour les aider sur leur contenu. Et comment c'est financé, Expertise Climat? Donc on est financé par la Fondation européenne pour le climat aujourd'hui et bientôt par d'autres organismes philanthropiques et publics. Donc vraiment c'est un fonctionnement associatif à but non lucratif. La Fondation européenne pour le climat, c'est une fondation qui en fait permet de distribuer en France et en Europe des fonds de la grande philanthropie, pas d'entreprise. Vraiment, le but, c'est de ne pas avoir de conflit d'intérêts. On peut conclure qu'à partir du mois de mars, par exemple, il y a le lancement de la météo climat. Quel était le rôle d'Expertise Climat, en fait, dans le lancement de la météo climat sur France Télévisions? Alors, il y a un certain nombre de grands médias à impact qui se sont intéressés à la question écologique à partir de ces dernières années. Et l'année dernière, sans doute avec la canicule, les événements météo extrêmes, il y a eu vraiment un changement profond dans un certain nombre de rédactions et France Télévisions en fait partie. Et ils ont décidé d'améliorer leurs pratiques, de se former. Donc un plan de formation a été lancé au sein de l'Université de France Télé et de fil en aiguille, en discutant avec nous, est apparue l'idée que changer l'éternel bulletin météo qui existe depuis des dizaines d'années,
c'était peut-être une bonne chose pour intégrer la météo dans un contexte de climat qui change et réserver plus de temps à l'antenne à la question du changement climatique. C'est évidemment un moment où beaucoup de Français sont devant leur télé. Ça permet de parler climat dans le quotidien des gens, de l'adapter à tout un tas de problématiques du quotidien, la sécheresse. Donc là, évidemment, on est en plein dedans avec les sécheresses hivernales, le jardinage, l'alimentation, les fortes pluies. Et donc ça, pour nous, c'était un format intéressant. On les a aidés à travailler le format et maintenant, les scientifiques de notre réseau collaborent régulièrement, sont régulièrement interviewés, donnent des conseils pour ce programme. Et là, 3 mois après le lancement de la météo climat, quel retour vous avez actuellement? Quel bilan vous pouvez enterrer à l'intérieur d'Expertise Climat sur ce programme? C'est très positif parce que d'une part, ça fonctionne très bien auprès du public de France Télévisions. Ils ont constaté une augmentation de leur volume audience, donc c'est plutôt très positif. On sent qu'il y a d'autres chaînes qui sont intéressées à faire quelque chose, pas similaire, mais en tout cas dans la même veine. Les retours de téléspectateurs sont très bons, puisqu'il y a tout un volet de l'émission qui permet aux téléspectateurs de poser directement leurs questions à la rédaction et aux scientifiques. Et puis, donc là, ils ont entre 3 et 6 millions de personnes par soir qui regardent ce programme, c'est énorme. Et en termes de changement des représentations culturelles, pour nous, c'est essentiel. Et puis pour les scientifiques aussi, c'est important parce qu'ils sont très contents de voir que le service public de l'information télévisée est en train de changer, qu'ils ont de la place pour parler de leurs travaux. Donc c'est vraiment un jeu à somme très positive. Donc vous avez dit qu'il y a d'autres chaînes de télé qui sont intéressées. Est-ce que vous pensez que cette expérience elle peut être clonée ou dupliquée sur d'autres chaînes de télé? Et qui sont les autres médias privés ou pas qui sont intéressés par cette expérience? Ça va être aux médias en question d'y répondre. Je pense qu'ils y réfléchissent ou ils réfléchissent à des formats... Mais vous avez été approché s'il y a d'autres médias qui sont intéressés? Pas directement. On réfléchit avec beaucoup d'autres médias à d'autres types de formats. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut mettre plus de science, d'expertise dans l'information et dans la formation sur l'environnement. C'est quelque chose que les Français disent massivement, puisque 70% d'entre eux trouvent qu'il n'y a pas assez d'expertise pour parler des questions d'environnement dans les médias d'information. 80% d'entre eux pensent qu'il est important d'être mieux informés sur les questions d'écologie, que c'est pratique dans leur quotidien, c'est une information qui les aide dans leur quotidien. Donc je pense que les médias s'y intéressent, sont en train de changer, soit pour se former, soit pour pouvoir consulter rapidement les experts quand ils en ont besoin. Et c'est sûr qu'il va falloir que les experts de leur côté, les scientifiques, comprennent qu'ils ont un rôle particulier à jouer dans la société, en plus de leurs travaux de recherche, qui est un rôle de vulgarisateur, de messager pour expliquer leurs travaux. Et rester dans les labos, à notre avis, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut se faire éclaireur du débat public. Sans vouloir caractériser un peu la catégorie de la population française qui regarde les bulletins météo, tranche d'âge, en catégorie socio-économique, ma question, très peu de jeunes sur cette tranche-là. Vous avez raison. Qu'est-ce que vous faites pour les jeunes, en fait, qui ne regardent pas la météo climat, mais qui s'informent sur d'autres plateformes, Twitter, réseaux sociaux, ou Twitch, par exemple? Alors, la première partie de ma réponse, c'est que les jeunes sont globalement mieux informés que les personnes, on va dire, plus âgées. En tout cas, ils sont plus sensibilisés aux questions écologiques, en particulier parce que ça fait déjà partie, peut-être pas de manière satisfaisante, mais ça fait partie des cursus scolaires. Il y a un impératif à informer les populations un peu plus âgées parce qu'elles sont globalement moins informées des préoccupations environnementales et des bouleversements à venir que les plus jeunes. Donc c'est pour ça que transformer la météo, qui est regardée par beaucoup de personnes de plus de 60 ans, c'est intéressant. Après, concernant les jeunes, effectivement, les médias traditionnels d'information sont moins utilisés par ces publics-là. Ils s'informent malgré tout par d'autres biais. On sait qu'ils s'informent beaucoup par les réseaux sociaux.
Malheureusement, statistiquement, les réseaux sociaux sont plutôt un facteur de désinformation que d'information. Non pas qu'il n'y ait pas d'information sur les réseaux sociaux, mais c'est que statistiquement, on a plus de chances d'être exposé à des fausses informations, d'être sujet à désinformation, que de s'informer, parce qu'il y a énormément de désinformation sur les réseaux sociaux. Donc nous, notre approche est de nous dire qu'il est intéressant de publier des contenus informatifs sur Twitter, LinkedIn, etc., mais de ne pas y mettre trop d'énergie aussi, parce que c'est très consommateur d'énergie, et que c'est quand même noyé dans une masse de choses qui rend l'accès à l'information difficile. En revanche, on va travailler avec des médias d'information sur les réseaux sociaux, comme la chaîne Hugo Décrypte par exemple, qui, eux, sont des vrais canaux d'information pour les jeunes. Donc on va les aider, s'ils en ont besoin, à comprendre les sujets sur la transition écologique. Vous savez comment il y a une guerre en Europe, on sort d'une crise sanitaire, on est sur une crise économique et un taux élevé d'inflation. Peut-on résister aux pressions des industriels de l'hydrocarbure lorsqu'on parle de climat? Et comment parler de climat en temps de crise? Alors, je pense que vous avez remarqué que l'année dernière, alors que la guerre en Ukraine éclatait, les conséquences sur les prix de l'énergie en France et en Europe, pas toutes liées à la guerre, mais en grande partie ont été directes. Et donc, avec la hausse des prix de l'énergie et l'inflation, c'est évidemment imposé l'idée de la sobriété. Et la sobriété était dans toutes les bouches. Il a fallu évidemment décrypter ce que voulait dire ce terme, qu'est-ce que ça voulait dire pour les Françaises et les Français. Donc finalement, là, il y a eu une réaction automatique qui a été de s'intéresser à des pratiques plus sobres et donc plus conformes à ce vers quoi il faudrait aller, alors qu'on est en temps de guerre et de crise. Et ça a fait changer un certain nombre de pratiques médiatiques. Ensuite, évidemment, nous, notre approche, c'est de se dire que le climat n'est pas un sujet qu'on doit aborder nécessairement tel quel. Ça n'a pas trop d'intérêt de toujours tisser le lien ou se dire que c'est un sujet climatique. En fait, le climat, c'est quand on s'intéresse à la lutte contre le changement climatique, on s'intéresse à la manière dont nos sociétés et nos économies produisent et consomment, pour faire court. Et donc, tous les aspects de notre société, de notre économie, ont un lien avec le climat. Et un journaliste tourisme peut être amené à couvrir des sujets climatiques parce que dans les campings du sud de la France, il n'y a plus d'eau, plus de piscine. Un journaliste industrie va être amené à s'intéresser à des nouvelles industries ou au contraire à celles qui vont probablement ralentir sous l'effet de la transition écologique. Pareil pour les gens des sociétés, conso, etc. Et tout ça, c'est vraiment une approche qu'il faut, en fait, rendre le climat de manière, le traitement du climat transversal au sein des rédactions. En tout cas, c'est comme ça qu'on imagine les choses. Et commencer par l'entrée société, économie, industrie, tourisme, pour aller vers le climat plutôt que de prendre les choses dans l'autre sens. Parce qu'aussi, c'est une manière d'attirer l'attention des Français, enfin des auditeurs, des téléspectateurs, des lecteurs. Entendre parler de climat toute la journée, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Les gens, ils s'intéressent à leur pouvoir d'achat, à leur quotidien. Merci beaucoup Célia Gauthier, cofondatrice et directrice de l'association Expertise Climat, d'avoir accepté notre invitation.